Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations en art du fil. Bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, donc il va y avoir une énième tentative d'être concise, d'aller droit au but, d'être claire et de ne pas divaguer. Surtout et n'importe quoi. Ça part très mal, vu que je suis déjà en train d'apercevoir une araignée qui est en train de faire une toile un peu bizarre. Donc, j'ai un nouveau modèle à vous présenter, un petit patron de chaussettes. Et j'ai d'autres chaussettes à vous montrer, un projet fini qui va me donner l'occasion de vous parler un petit peu d'essais que je suis en train de faire sur des talons de chaussettes, d'essais non concluants, hein, donc pas de voilà, pas grand chose de fabuleux, mais il y a une tentative et j'espère que la réflexion derrière ne prendra pas des plombes. J'ai 3 en cours. En fait, je pourrais ne pas vous montrer un des en cours, mais j'ai trop envie de vous en parler, principalement parce que à chaque fois la laine me plaît beaucoup et j'ai envie de vous la montrer. Donc 3 en cours, 3 nouveaux en cours que vous n'avez jamais vus. Et ensuite on va parler, je regarde mes notes ici. Je vais parler un petit peu de filage, de ce que je suis en train de filer en ce moment. Je vais revenir sur le drame de mes singles en filage qui ne sont pas assez tordus. Et là pour le coup, c'est concluant, nous avons une solution. Donc voilà, on va passer du on tente des choses qui ne marchent pas à on tente des choses qui marchent. Donc voilà, un petit peu tout niveau ambiance dans cet épisode. Je finirai par vous parler un petit peu de punch needle, donc ça, qui est une sorte de technique de broderie que je suis en train de découvrir. Et enfin, je parlerai un petit peu de ce qu'il se passe sur ma page Patreon en ce nouveau mois de mars. Parce que oui, nous sommes en mars. Si le vent veut bien s'arrêter un jour, il va commencer à pleuvoir des cordes. Ça fait 3 semaines que on a du vent super fort. J'en peux plus, c'est fatigant. Heureusement qu'on peut pas sortir, parce que du coup sinon ça donnerait mal à la tête, mais c'est quand même épuisant. On se plaint. Je vais commencer le podcast. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas ou si vous cherchez une info en particulier, vous pouvez regarder là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons de tricot, ma page Patreon et tout ça. Voilà. Je vais commencer avec un nouveau modèle à vous présenter, et je ne sais plus si je vous les montrais en fait, parce que ce sont des chaussettes en DK, que j'ai donc tricotées vite, et je ne me souviens plus si j'ai eu l'occasion de vous en parler quand j'étais en train de les faire. Mais donc on va partir du principe que ce n'est pas le cas. Il s'agit de ces chaussettes qui sont les chaussettes Knock Knock. Je n'avais pas d'idée de nom pour quelques-uns de mes patrons. J'ai fait une story sur Instagram pour demander des suggestions et quelqu'un de très intelligent m'a suggéré Knock Knock. Donc si vous parlez pas du tout anglais, c'est un jeu de mots. Quand on tape à la porte en anglais, on fait knock knock. Donc knocker c'est taper, en fait ça vient de knuckles qui sont les phalanges comme ça, donc on tape à la porte comme ça. Et knot c'est un nœud, donc en fait c'est voilà, c'est pas knock knock mais c'est knot knock, nœud, taper, machin. Pourquoi nœud? Parce qu'il s'agit de chaussettes avec des torsades. Et donc c'est un avant-goût d'un pull tout torsadé que je vais sortir à la fin du mois de mars. Donc voilà, si vous êtes d'humeur grosse torsade, voilà, il va y avoir quelque chose de sympa, un modèle qui me plaît beaucoup. Et cette torsade, je l'adore et je voulais en faire une chaussette parce que je trouve qu'elle se prête très bien. Et ça vous permet aussi de vous essayer à faire des torsades un peu
complexe. Alors elle est pas difficile, c'est une répétition qui est assez courte. Et ce sont juste des torsades où il y a un peu de maillon droit et de maillon bas. Mais il y a une torsade, un croisement qui se fait sur 12 mailles. Donc voilà, c'est beaucoup. Mais voilà, sur une chaussette, c'est l'occasion d'essayer. C'est pas une manipulation qui est compliquée, c'est juste qu'il faut un peu prendre le coup. Donc il s'agit de chaussettes qui se tricotent en laine DK, donc ce sont des grosses chaussettes pour la maison. Moi j'ai utilisé la laine Sandnesgarn Perfect, qui est un mélange de laine et nylon en DK, donc voire c'est une DK assez épaisse, hein, voilà, et qui a une très belle palette de couleurs et une superbe définition de points. C'est un fil qui est très rond, qui fait vraiment bien ressortir. Vous voyez ici sur les côtés, vous avez des petites mailles croisées qui font comme des tourbillons comme ça. Voilà, donc ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes. Donc on fait des côtes de 2, vous faites la tige aussi longue que vous le souhaitez. Comme souvent dans mes patrons de chaussettes, vous avez 2 instructions de talons, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce talon-ci, qui est un talon classique renforcé avec le gousset, que je vous conseille parce que quand on est sur des torsades ou du jacquard ou voilà un motif qui a tendance à un peu serrer au niveau du coup de pied, ça fait vraiment pour moi une différence d'avoir un gousset. Alors sauf si vous avez un coup de pied qui est très petit ou si vous les faites beaucoup plus grandes, donc soit avec 0 aisance ou avec un petit peu d'aisance positive, là vous n'aurez pas le problème. Mais si vous voulez des chaussettes classiques, donc qui vous aillent normalement, moi je privilégie les talons avec le gousset. Mais si vous ne l'aimez pas, vous avez l'autre talon qui est un talon à rang raccourci à l'allemande, qui fonctionne très bien aussi en fonction voilà de la morphologie de votre coup de pied. Ça peut aller, mais si vous n'avez jamais fait de talon avec gousset, je vous recommande d'essayer au moins une fois, comme ça vous pouvez jauger de la différence. Et si vous faites des chaussettes avec des motifs et que vous vous demandez tout le temps pourquoi c'est un peu trop serré et un peu trop éclaté à cet endroit-là, au-dessus du talon, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'un peu plus d'aisance à ce niveau-là, ce que vous permet le gousset. Donc on fait la torsade sur le dessus du pied ensuite jusqu'en bas et on a une pointe ronde classique qui se ferme avec un grafting. Voilà, mes patrons de chaussettes sont comme d'habitude je mets des liens vers des tutoriels vidéo pour les différentes techniques. Donc voilà, si c'est pas des pas à pas hyper précis, mais très régulièrement j'ai des débutants en chaussettes qui les font et ça se passe toujours très très bien. Et voilà, donc là je suis contente d'avoir un patron de chaussettes vraiment en DK. Alors il y a plusieurs tailles, je sais plus exactement jusqu'où je vais, mais j'ai fait plus de tailles que d'habitude parce que je me suis rendu compte que parfois sur des pieds un peu plus grands, notamment si vous vouliez faire des chaussettes pour hommes, parfois on bénéficierait d'avoir une taille au-dessus. Du coup voilà, ce patron a une taille de plus que d'habitude. Et dans le patron vous avez la mesure exacte du pied, donc de la pointe de vos orteils en fait, la plante de votre pied. C'est à partir de ça que je vous fais choisir la taille. Voilà, que dire de plus? Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est en DK, c'est un petit projet, donc si vous avez envie de vous lancer dans les torsades, c'est très bien pour ça. C'est très ajustable, vous pouvez le faire plus grande, plus courte facilement. Et voilà le rendu. Donc je les aime beaucoup. J'avais acheté plusieurs coloris de la Sandnes Perfect pour faire différentes paires de chaussettes en DK. Et donc voici les premières avec cette torsade que l'on retrouvera bientôt. Voilà. Donc vous avez les côtes de 2 en haut. Voilà.
Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, donc elles sont disponibles sur Ravelry avec moins 15% pour la sortie. Donc ce sera le code. Je crois que je vais l'abréger. Je vais juste mettre note potentiellement en code. Donc KNOT. De toute façon. Faut dire les choses en entier, Audrey. De toute façon, ça y est, ça commence, c'est parti, ça y est. Calme, voilà. Partons pas dans des digressions linguistiques. De toute façon, je mets tous les détails en barre d'infos, donc vous avez le lien vers le patron sur Ravelry avec le code de réduction pour la sortie si vous en avez besoin. Et il est aussi disponible sur ma boutique Payhip. Mes patrons sont toujours légèrement moins chers et vous pouvez modifier le prix si vous le pouvez / voulez. Voilà pour notre NOC. Je pense que j'ai tout dit. C'est vraiment tout simple. Hein. C'est juste, voilà, si vous aimez les Lettersad, on m'avait dit aussi en suggestion de nom que ça faisait vraiment penser à une grosse brioche tressée. Et oui. Voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des mots comme brioche parce que forcément on s'attend à de la brioche. Et là ce n'est pas le cas. Voilà. Sur les côtés, là, il y a une My Torse. Alors, j'essaie de la tirer pour que vous la voyez. Voilà. Là, il y a une My Torse. Ce qui permet en fait de pas trop avoir cet effet, vous savez, quand vous tricotez des torsades ou un motif, en fait, quand vous avez une maille en vert après une maille en droit, la maille en droit peut être beaucoup plus lâche en fonction de sa tension personnelle. Il y a différentes façons de régler ça. Moi personnellement, la seule chose qui marche, c'est de tricher en faisant une maille torse de ce côté-là et de l'autre, comme ça on n'a pas vraiment cette démarcation. Voilà. Là pour le coup, je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'elle vous plaise. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un peu plus de chaussettes d'éca et du coup voilà, je suis lancée. J'ai tellement d'idées de chaussettes. J'ai 2 autres patrons de chaussettes qui sont quasi prêts. J'ai juste à les rédiger et à les faire tester. Qui vont sortir dans l'année et j'ai plein d'autres envies de chaussettes en jacquard, de chaussettes avec un petit peu de dentelle, donc voilà, je sais pas trop quand je vais réussir à caler tout ça mais voilà, attendez-vous à pas mal de chaussettes et de petits accessoires dans les mois à venir. Voilà. C'est tout pour le patron que je viens de publier sur Ravelry. Et donc on va continuer sur ma lancée de chaussettes puisque j'ai fini une paire de chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes toutes... ça fait mal aux yeux, hein. Ouh là là. Ce sont des chaussettes toutes belles, ce sont des chaussettes que j'ai faites avec une laine autorayante. Il s'agit de la teinturière Lothing Yaffle, qui est une teinturière anglophone. C'est une laine que j'avais achetée il y a très longtemps. Je crois que le nom du coloris c'est Merry Go Round. Voilà. Donc c'est... J'avais envie d'un tricot. Déjà j'avais envie d'un tricot simple en jersey pour pouvoir lire en même temps. Et ensuite j'avais envie de quelque chose de coloré et de bonne humeur. Et voilà. Donc on est parti sur ça. Donc c'est des chaussettes bêtes en jersey, mais je voulais en profiter pour essayer différents talons. Donc il y a plein de sortes de talons différents qui existent, mais globalement c'est tous des variations plus ou moins éloignées des formes de talons classiques. Soit on utilise des rangs raccourcis différents, soit on fait un renforcement différent, machin. Et je voulais voir s'il n'y avait pas un talon vraiment complètement différent que je pourrais essayer et qui aurait peut-être un intérêt autre. Parce que voilà, comme je vous dis, dans mes patrons de chaussettes, j'aime bien donner au moins 2 options de talons quand c'est possible. C'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, des fois ça se prête pas au modèle tout simplement. Soit parce que c'est des chaussettes en jacquard et j'ai pas prévu dans le modèle d'avoir un gousset avec le jacquard machin bidule, c'est faisable, hein, mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire un modèle comme ça. Et moi les chaussettes en jacquard j'aime bien avec juste le talon contrastant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le dos de la chaussette là et du coup ça continue sur le renforcement. Donc là pareil, si on fait pas le talon renforcé, ça casse l'idée du design. Mais
ça reste des exceptions et généralement je préfère donner autant d'options de talons que possible, au moins 2 traits différents. Et je me demandais si je pouvais pas en trouver un troisième à faire entrer dans la rotation et à proposer de temps en temps quand il se prêterait au design. Du coup j'ai fouillé un petit peu, mais voilà, généralement ce que je trouvais c'est que oui, les gens ils étaient tout contents, il y avait plein de talons différents, mais au final c'était sensiblement la même chose. C'est juste que on glissait les mailles différemment pour le renforcement, ou on faisait des diminutions à un endroit différent. Par exemple, il y a un talon où il y a un double gousset en fait, où vous voyez en fait donc le gousset c'est l'endroit là, vous voyez cette ligne de diminution ici, en fait c'est les diminutions qu'on fait sur les côtés de la chaussette à chaque extrémité du dessus du pied pour réduire cet espace et revenir à la circonférence de chaussette classique. Et il y a une forme de talon où en fait il y a un double gousset, où on part des petites mailles du talonnet ici, et où on fait d'abord une pointe comme ça, puis on reprend les extérieurs et on fait une deuxième pointe. Donc ça fait que vous avez une double pointe sur le pied. C'est assez joli, apparemment ça, sur certains pieds ça épouse vraiment beaucoup la courbe du talon, donc ça peut être intéressant. Mais globalement, je vais l'essayer celui-là je pense. Mais globalement, ça reste un talon avec un gousset, quoi, un renforcement normal à un gousset. Et donc il y avait cette option-là, et il y a une autre option que j'ai pas encore essayée, qui est une façon de courber et j'ai l'impression que c'est différent. Pour le coup, j'ai l'impression que celle-là elle est vraiment différente. J'ai oublié son nom, mais je vais l'essayer. Je vais monter une prochaine paire de chaussettes dès que j'ai besoin d'un projet tout en jersey. Et j'essaierai ces talons-là. Donc j'ai ces 2 choses à essayer. Et j'ai commencé par ceci, qui est un talon gallois, en quelque sorte. Voilà, qui est un type de talon à gousset. Et dans ma tête, je sais pas, quand j'ai lu j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé des instructions. Il y a un patron de Very Pink Knits. Si vous ne la connaissez pas, c'est une américaine, je pense. Elle a une chaîne sur YouTube de tricot où elle fait énormément de vidéos tutoriels. Quasi toutes les techniques que vous pouvez avoir envie d'apprendre, elle a une vidéo pour des différents montages, les rangs raccourcis, tous les machins bidules. Et elle fait aussi de temps en temps des patrons, et notamment, donc il y a ce patron de chaussettes. Alors c'est des chaussettes toutes simples en jersey, il n'y a que 2 tailles. Et mais il y a les instructions pour ce talon, donc qui s'appelle le talon South, je sais pas, c'est du gallois, désolé. et je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu différent, mais au final non, c'est juste voilà, c'est juste que au niveau du renforcement, il y a une maille en vert au milieu là, au centre du renforcement. Donc si vous aimez pas les renforcements mailles glissées, pourquoi pas, mais en fait ça revient juste à faire un renforcement en jersey. Pourquoi il y a une maille en vert là? Ça va. C'est peut-être pour un petit peu d'élasticité, mais bon, c'est vrai que l'avantage de faire un renforcement, c'est qu'il soit renforcé. Et du coup là, le fait que ce soit pas des mailles glissées, parce que quand vous faites un renforcement avec des mailles glissées, en fait, ça vous donne une double épaisseur puisque vous avez le fil qui passe derrière. Et voilà, c'est ça qui fait le renforcement. Là, du coup, il n'y a pas. Et au niveau de la courbure du talon, elle se fait un peu différemment puisque on va... cette partie-là, sur un talon traditionnel, c'est un peu comme des rangs raccourcis avec diminution. En fait, c'est ça qu'on fait ici. Et... dans cette version-ci, il y a 2 jeux de diminution. Je sais pas si vous allez voir. Il y en a ici, sur le côté, et ici, au centre. Voilà. Ce qui est pas forcément très joli. Sur les instructions de base, en plus, on nous fait faire, parce qu'en fait, donc il y a 4 diminutions sur un rang, mais il y a 2 augmentations à chaque extrémité pour faire le lien du rang raccourci, en quelque sorte. Et comme ça, on ne diminue que 2 mailles, puisqu'on fait 4 diminutions, 2 augmentations. Voilà.
4-2, tout ça, la primaire, on va y arriver. Et les augmentations dans le patron de base, c'est des jetés. Et sauf qu'en fait, ça laisse des trous énormes. C'est même en les tordant, en les twistant, après ça laisse un trou énorme, c'est juste pas possible. Donc moi j'ai modifié ça, j'ai relevé, j'ai fait comme des augmentations intercalaires à la place, mais c'est quand même pas très joli, quoi, je trouve. Voilà, c'est beaucoup moins propre que le talonnet d'une chaussette classique. Voilà, si je vous montre. Là, voilà, vous avez les diminutions ici, sur cette ligne-là. Et là, c'est un peu fouillis, moi, je trouve. C'est pas très beau. Voilà. Donc, pas convaincu. Pas convaincu par les Gallois, navré. Mais voilà, ça fait... Alors, le fait d'avoir un talon avec un gousset sur les autorayants, forcément, ça embrouille le... Comment dire, ça embrouille le rythme des rayures. Alors c'est évitable, hein, parce que quand vous relevez les mailles ici, si vous changez de couleur avant de commencer à relever les mailles, ça va du coup. Sauf que moi j'avais la flemme, j'avais pas envie de couper mon fil, donc voilà, c'est pour ça que j'ai une rayure verte plus fine comme ça me dérange pas. Mais voilà. Ça. Par contre, comme les diminutions du talonnet, au final on diminue beaucoup plus, on a beaucoup moins de mailles, et le gousset et en fait on diminue tous les 3 rangs en fait. On fait un rang de diminution sur le gousset, 2 rangs pleins, un rang de diminution, 2 rangs pleins, alors que normalement c'est tous les 2 rangs les diminutions sur le gousset. Là du coup ça fait que on allonge le gousset parce qu'on avait moins de mailles, en fait. Donc voilà, il y a un peu moins d'aisance. En même temps, ça permet d'avoir une différence de circonférence qui est moins drastique. Sur un talon renforcé classique, c'est-à-dire vous avez vraiment beaucoup de mailles là, et puis vous les diminuez assez rapidement. Ce qui fait que quand vous avez des laines à rayures, c'est vraiment pas joli. Là, vous avez plein de rayures plus fines, voilà, ça perturbe vraiment la chose. Là, on voit que ça a été perturbé, mais au final, si on ignore cette bande verte là que j'aurais pu éviter, les rayures ici, elles sont un peu plus petites que les autres, mais pas beaucoup, quoi. Parce que la différence entre le nombre de mailles ici et ici est moins importante, puisqu'on allonge le gousset en quelque sorte. Donc c'est peut-être plus adapté de faire comme ça plutôt que de faire un talon classique pour des laines rayantes, mais je vois pas beaucoup d'intérêt en fait. C'est sensiblement la même chose. Je suis contente d'avoir essayé, c'est marrant, mais pour moi ça justifie pas de l'inclure dans mes patrons parce que c'est voilà, c'est à peu près pareil qu'un renforcement classique, avec le désavantage pour moi que le renforcement il est pas renforcé et que le talonnet il est pas très beau. Voilà. Mais j'ai mes petites chaussettes à rayures toutes. J'ai plein de laines autorayantes et en ce moment alors là j'ai commencé, vous allez voir, j'ai commencé un pull qui est assez basique, donc je peux tricoter ça en lisant, mais après je risque d'avoir des modèles un petit peu trop prenants, et du coup j'aurai encore besoin de chaussettes toutes simples pour lire le week-end, et je lis pas que le week-end, mais voilà. Et je peux lire en faisant de la dentelle, en fait ça dépend, je peux lire en faisant de la dentelle, en faisant des torsades, un point texturé. Le jacquard, j'ai un peu plus de mal, surtout si c'est un jacquard qui est pas répétitif. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit constant. Et là, ma boucle d'oreille, elle se tord. Ah, voilà. Qui soit constant, en fait, pour pouvoir juste, je m'assois et je lis pendant 3 heures. Du coup, pour ça, les chaussettes, c'est bien. Donc, vous risquez de me voir faire pas mal de petites chaussettes toutes bêtes en jersey. D'une part, pour essayer
les 2 talons qu'il me reste à tenter, et d'autre part pour parce que c'est bien de faire des grosses torsades et de la dentelle tout le temps et du jacquard, mais au bout d'un moment, voilà, faut changer. Je vais passer à mes encours. Je vais vous montrer 3 encours. Je vais essayer de pas m'éterniser dessus, même si ils sont très sympas. Mais en fait, je suis passée, enfin, oui Audrey, il est temps, à mes designs d'été. Alors j'ai un modèle d'été qui va sortir publié par quelqu'un d'autre. Donc ce sera pas vendu par moi, il sera uniquement en anglais. Ma fonte. Donc il y a déjà un modèle d'été qui arrive, et là je suis en train de faire mes modèles à moi classiques, estivaux, tout ça. Et j'ai changé d'avis parce que j'avais prévu, j'ai une quantité t-shirt de Canapa de Lang Yarns, qui est un fil de chanvre, dans un très joli vert que j'avais acheté à Anna de l'Anaï Tricot, je crois, oui. Bon, en tout cas, elle a cette qualité-là. Et j'avais envie de faire un t-shirt avec, et j'ai pas, voilà, est arrivé le moment où je devais le monter, et j'ai pas l'idée complètement définie. Je sais ce que je veux faire. Je sais que je veux faire quelque chose, un t-shirt, et que ce soit avec un point de maille croisée. Maille torse, de petite torsade plate, en fait, parce que je trouve que ça, c'est très joli en fil estivaux type lin et chanvre. Mais j'avais pas exactement le motif que je voulais. Et alors j'aurais pu chercher, machin, passer quelques jours à faire des essais et tout ça. Mais c'était idiot, en fait, de me forcer à avoir l'idée complète du design, alors que j'avais d'autres idées de modèles en tête, déjà prêts, qui ne demandaient qu'à être montés. Donc, enfin voilà, ça faisait pas sens de me forcer à finaliser une idée alors que j'ai déjà 15 000 idées derrière qui sont déjà prêtes et qui sont là à moi. Notamment, je voulais faire, donc j'ai viré le t-shirt en Canapa de Lang, que je ferai sans doute l'année prochaine, ou fin d'automne, je sais pas si j'arrive à... parce que je peux pas tout faire, hein, je peux pas caler 15 000 patrons de chaussettes comme j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire un gros pull de Noël en jacquard, tout en jacquard, avec de la laine yarneline que j'ai, parce que j'ai pas fait exprès, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais acheté 2 écheveaux beige, un écheveau vert et un écheveau rouge. Du coup, je me suis dit, ah ouais, mais d'accord, mais en fait, autant assumer et autant en faire un petit pull de Noël, même si ce sera pas un motif criard ou quoi, je sais exactement ce que je veux faire, ça va être trop beau, j'ai trop hâte de le faire. J'ai envie de le caler cet hiver, du coup, mais ça va s'ajouter alors que c'était pas prévu à la base. Donc, le t-shirt en Canapa, on verra. On verra quand l'idée me sera définie. Et de toute façon, j'ai plein d'idées de modèles estivaux. Notamment, je voulais faire une version col V de mon top Nausicaa. Alors, mon t-shirt Nausicaa, c'est un patron que j'ai fait en 2019, je crois. C'est un t-shirt vraiment tout simple, tout bête, raglant, avec un détail de côte-torse en bas. C'est un t-shirt qui est très crop, mais qui se... Voilà, allongé. Il y a des gens qui ont fait en manche longue, voilà, ça, on s'en moque. Et l'idée, c'est que c'est un t-shirt tout simple, du coup, qui permet d'utiliser une laine un peu fun, un peu variée, un peu... Oh, j'aime pas dire un peu fun. J'aime pas... Je sais pas pourquoi je dis ça, je fais jamais ça, dire des mots... À part cool... Je dis pas des mots comme ça, là. Il y a fun et il y a chill, et alors ça me saoule, je n'aime pas dire ça. Donc, des laines un peu amusantes, des laines variées, des laines avec des textures particulières. Donc c'est l'idée du top Nausicaa, si vous le connaissez pas, c'est un raglan avec un col rond, et voilà, c'est un t-shirt tout simple. Et j'avais envie de le prendre et d'en faire une version col V, avec cette laine. On voit rien. Donc qui est de la laine marbrée là aussi, donc c'est-à-dire que c'est un fil qui a... J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait un trou dans mon, dans mon t-shirt. Qui est un fil qui a de temps en temps un brin noir
mêlée dedans. Comme la base originale de les petites potions, les petites potions de Déborah. Et oui, parce que c'était une tentative d'accent québécois. Hein. Les petites potions de Déborah et que vous avez vu que j'ai tricoté pour mon pull Ori et que vous reverrez parce que je l'aime beaucoup celle-ci. Donc la laine de Déborah, c'est une laine non superwash, c'est une laine Highland, donc elle est très légère, elle a une texture hyper chouette. Là, il s'agit, j'ai pas pris l'étiquette, terrible. Il s'agit de la marque Meadow Yarn, donc qui est une teinturière anglaise. Donc Meadow, bon l'étiquette elle voilà. De Meadow Yarns, et donc elle a aussi une base comme ça, sauf que c'est du Merino Superwash, voilà. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering. Et donc c'est sa base Windle. Et le coloris, alors elle a des très jolis noms de coloris, un peu poétiques, un peu inspirés par la musique et tout ça. Donc là c'est Against the Stream of Time, donc contre le courant du temps. Et donc je lui avais acheté quelques écheveaux parce que elle fait pas mal de coloris variés sur cette base et je trouvais ça super sympa. Et notamment j'avais un écheveau de ce coloris et du coup je me suis dit bah c'est parfait pour cette version de Nausicaa parce que le Merino Superwash, du coup c'est amusant de voir vraiment la différence entre les deux fils. Celle-ci elle est plus gonflante, elle est plus moelleuse, mais du coup elle est un peu plus lourde et elle a moins de... Enfin, elle n'a pas l'intérêt de texture et de légèreté. Par exemple, j'aurais pas utilisé celle-là pour mon pull Ori. Donc mon pull Ori qui est maintenant en test, qui sortira un jour, qui est fait avec un brin de laine non superwash Highland, de la originale de Les Petites Potions, et un brin de mohair, et qui reste quand même un pull aérien parce que la non superwash elle a cette capacité à être un peu, à pas être aussi étouffante que de la Merino Superwash. Mais du coup, la Merino Superwash, je la trouve très intéressante pour la déjauger. En fait, moi vraiment quand j'utilise la Merino Superwash, je vais avoir envie de la déjauger. Alors soit je vais, sauf si je fais du jacquard ou quelque chose qui m'empêche de faire ça, mais j'ai tendance à tricoter de la Merino Superwash assez déjaugée parce que je trouve qu'elle s'y prête bien, parce que ça a cet aspect vraiment très gonflant, très élastique, et au moins ça l'assouplit un peu, ça lui donne un petit caractère qu'elle n'a pas de base. Donc c'est juste marrant de voir un petit peu les deux laines différentes avec ce même effet de brin noir de temps en temps là comme ça. Et donc comme je vous l'ai dit, je voulais prendre mon Nausicaa et juste en faire un collet. Sauf que je n'arrive pas à réutiliser mes anciens modèles. Je sais pas, j'ai toujours envie de modifier quelque chose. Je sais pas comment fonctionnent les autres designers à ce niveau-là, mais on pourrait se dire, voilà, j'ai ma recette de raglan, d'épaules tombantes, de yoke, et juste, je modifie légèrement, je modifie en fonction d'échantillons bien sûr, ou je modifie légèrement, ou j'ajoute un point différent, mais la base, je la transpose. Je n'y arrive pas. J'ai toujours envie de tout regrader de zéro. C'est assez terrible. Je m'auto-sabote. Alors je pars pas de zéro parce que plus on en fait, et j'ai quand même fait beaucoup de raglans, plus j'ai des automatismes et ça va plus vite, mais j'ai toujours envie de je vais faire la courbe différemment pour voir est-ce que comme ça va mieux à telle ou telle morphologie, je vais modifier la profondeur parce que des fois j'aime bien faire des raglans profonds et des fois j'aime bien qu'ils soient normaux, voilà, et j'ai toujours envie de recommencer, de changer, machin. Terrible.
Donc voilà, j'étais partie, j'ai pris mon écheveau, je me suis dit je vais faire mon t-shirt, là ça va me prendre 2 secondes, c'est par là, tout recommencer. Et en plus j'attends un deuxième écheveau parce que Nausicaa, j'avais fait mon prototype avec un seul écheveau, donc 425 mètres. Et du coup je pensais en avoir assez avec un seul écheveau pour le faire. Et au final non, parce que comme j'ai changé la construction en quelque sorte, finalement je veux qu'il soit un peu plus long. Alors ce sera toujours un t-shirt crop, hein, comme d'habitude c'est modifiable, mais je voulais qu'il soit un peu plus lâche et plus loose pour pouvoir le porter sur des robes. Et du coup j'ai commandé, là j'ai pas assez pour finir en fait le corps, donc putain, je n'arrive pas à... Dans l'ordre, raglan, c'est un raglan, regardez, c'est un raglan, voilà. Un raglan qui est un petit peu d'aisance parce que c'est un t-shirt et s'il est là en plein été c'est désagréable. Un raglan avec un col V. Alors c'est pas bloqué, hein, donc c'est pas très beau, mais voilà, avec un col V assez profond. Et ici, au centre du col V, j'ai monté des mailles en plus pour faire ce motif de dentelle, qui est un motif tout simple, hein, en fait, voilà, c'est ces espèces de petits rectangles de jetés et de points de mousse qui s'alternent. Voilà, c'est ça le motif. Si j'essaie de le mettre contre le mur, vous voyez mieux le motif. Voilà. Donc l'idée de ces petits tops d'été simples, c'est d'avoir un point mais qui se voit quand même bien malgré la laine complètement folle. Vous voyez là toutes les couleurs, tout ça. Donc évidemment ce sera aussi très très joli en laine unie, hein, y a pas de souci. Mais j'aime bien des fois m'imposer de faire un design qui je trouve, alors après c'est des goûts très personnels, hein, mais qui je trouve fonctionne même avec des laines variées. Donc voilà mon col V. J'ai fini les manches avec de la dentelle justement. J'ai repris juste le morceau de dentelle sur les manches, si j'y arrive, voilà, tout autour des manches. J'ai relevé les mailles déjà pour l'encolure et j'ai fait un petit rouloté de jersey, vous voyez, parce que je savais pas trop comment finir le col V. Je voulais pas faire des côtes parce que je trouvais que c'était trop lourd. Alors que l'idée c'est d'avoir un top un peu, voilà, un peu loose, un peu qui tombe plus ou moins bas et qui se porte, voilà, par-dessus des petites robes ou des bodys ou que sais-je, ce que vous voulez, ou des chemises, tout ça. Et du coup j'ai pas mal hésité. Je voulais pas non plus faire un I-cord parce que l'i-cord ça se voit quand même. C'est quand même une grosse finition, je trouve. Alors c'est fin, mais ça fait quand même une boule comme ça, et je voulais que ce soit encore plus discret que ça. Donc au final, j'ai opté pour le jersey rouloté, qui du coup, je trouve, va bien au centre, parce que comme c'est pas un V en pointe, mais qu'il y a des mailles montées ici, plus ou moins, parce qu'en plus, pour les grandes tailles, du coup, j'ai rajouté enfin, c'est pas 50-50, quoi. Et du coup, je trouve que le jersey rouloté, ça va bien avec ça. Avec ce V qui n'en est pas tout à fait ça. Voilà. Donc, le haut du t-shirt est fini, mais voilà, au niveau du corps, c'est trop court et j'ai pas assez pour le faire comme je voudrais. Et je trouve que c'est dommage, parce que je le trouve, en fait, joli. Je le trouve vraiment très joli, je pense que c'est quelque chose que je peux beaucoup porter, et du coup j'ai eu beaucoup de chance. J'ai regardé sur la boutique de Medoyan et elle en avait un autre en stock, et du coup je l'ai commandé. J'espère qu'il arrivera incessamment sous peu, mais voilà, c'est un des modèles estivaux, un modèle tout simple, voilà, qui sera facile à adapter, mais j'ai pas pu le finir parce que j'attends. J'attends. Le bas, ce sera, je sais pas, j'ai envie aussi de le finir juste avec du rouloté. Je vais essayer de faire ça.
Mais voilà, j'ai dû le mettre en pause en attendant l'autre échaud parce qu'après je vais alterner vu que du coup ce sera pas du tout le même bain, je préfère alterner. Donc je l'ai mis en pause et je suis passée à un autre projet d'été que j'avais envie de faire depuis quelques mois parce que j'avais fait un échantillon et je trouvais que c'était super joli et du coup j'ai eu l'idée de faire ce modèle. Alors attention parce que c'est le bordel. J'utilise le fil Antigone de Derum Natura, donc qui est leur 100% lin, c'est un fil de lin fingering / sport. Alors en ce moment ils ont quasi pas de stock, c'est un peu compliqué, donc j'espère qu'ils en auront au printemps-été. Mais voilà, moi j'avais cette quantité de coloris violine, qui est un espèce de vieux rose, un peu vu de la violine en fait. Pourquoi je me complique la vie. Donc voilà, donc c'est du lin, du pur lin. Et j'avais envie de reprendre la dentelle que j'avais utilisée pour un modèle de chaussettes, les chaussettes Orzane, qui sont sorties au printemps dernier. Et j'avais envie d'utiliser cette dentelle pour en faire un... Oh, c'est terrible. Le problème du lin, c'est que les pelotes se défont et du coup c'est très bordélique. J'avais envie d'utiliser cette dentelle pour faire une veste un peu loose, épaules tombantes, avec un peu comme les modèles Servion et Palmyre, mais version estivale, tout en dentelle. Vraiment full dentelle. Si vous n'aimez pas la dentelle, voilà. C'est pas pour vous. Et voilà un peu. Alors si vous vous souvenez pas de la dentelle d'Orzane, c'est moche parce que c'est pas bloqué, mais voilà un peu. Oh, ça va être immonde. Bon, voilà, en gros, c'est assez beau, hein. C'est ah, quelle horreur. Je vais y arriver. En fait, il faudrait que j'arrive à l'étirer, mais le motif est assez grand, alors du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Bon. C'est pas grave. Voilà, donc ce sera un cardigan tout en lin, tout en dentelle, un peu loose. Donc j'ai monté le dos, que vous voyez ici. Voilà, ça c'est vraiment pas beau, hein. En plus, ça part un peu en biais parce que bah, c'est le lin qui est très retordu pour tenir, parce que c'est une fibre végétale. Parfois, quand, bah, selon les motifs qu'on tricote, surtout si on tricote en rond, en fait, ça part en biais. Donc là, on le voit un petit peu. Mais, vous voyez, ça part. Mais comme c'est de la dentelle, c'est pas très grave, parce que ça s'étirera au blocage très facilement. Donc j'ai fait mon dos. Voilà, donc ça c'est le dos. Ça c'est le dos. Ah, vous voyez un peu mieux le motif. Voilà. Ça c'est le dos. J'ai mis les mailles en attente et là je suis en train de faire un des devants. Et donc ce sera des devants droits comme ça. De sorte à ce que il se porte comme... Tellement de fils, parce que bah, j'ai les fils du lin et j'ai les fils des mailles en attente. Hop, comme ceci. Voilà, vous voyez? Voilà. Comme ça. Et du coup, vous voyez, bah, ça va tomber assez bas. Je reprendrai un petit peu les manches et je n'ai pas décidé si je ferai juste une finition en côte-torse ou si je reprendrai un petit peu de la dentelle. Je n'ai pas encore décidé. Mais je voudrais finir les manches quand même pour que ça fasse un peu effet resserré à cet endroit-là. Et sur la bordure, je ferai un tout petit peu de côte-torse aussi, je pense. Ici. Un tout petit peu. Et en bas du gilet, ça finira en côte-torse aussi. Voilà. Ah, c'est un peu plus présentable comme ça. Là. Voilà. Donc c'est très chouette à tricoter. C'est une dentelle qui est simple. Qui en fait une fois que vous l'avez placé, vous voyez, vous avez des... En fait, ça c'est une répétition. Vous avez ce motif-ci, avec plein de jetés et ensuite un espèce de swirl,
truc qui ondule quoi. Et ensuite vous avez ce motif-ci qui fait un peu des festons comme ça. Voilà, et du coup c'est ça qu'on répète. Et une fois que vous l'avez mis en place, vous avez des mailles en vert là qui les séparent. Et du coup quand vous le tricotez, même si vous faites une bêtise, ce qui m'arrive souvent, surtout quand j'essaie de lire en même temps, quand vous faites une bêtise, quand vous arrivez à la maille en vert, vous voyez que vous n'avez pas bien fait. Et du coup vous avez juste à défaire 7-8 mailles pour réparer votre bêtise juste sur la portion d'avant. Donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est la même dentelle que sur les chaussettes Orsan. Alors adaptée parce que j'ai dû modifier la largeur. Et faire en sorte que d'un côté des devants ça aille comme ça et de l'autre ça ira comme ça. Dans le dos ça va tout du même côté parce que voilà. Et c'est très chouette. J'aime bien, alors on en reparlera à l'occasion, mais réutiliser des points que j'ai déjà utilisés, c'est pas quelque chose que je fais souvent, sauf quand il s'agit de faire des modèles très très différents, parce que il y a ce côté, il y a vraiment ce côté renouveau, parce qu'il faut repenser le motif pour son positionnement, pour sa taille, pour qu'il, c'est très différent de faire un panneau de dentelle pour des chaussettes et de le faire pour un vêtement en fait. Alors que voilà, passer d'un pull à un gilet, c'est peut-être un peu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ça plaît beaucoup et que ça marche, mais par exemple, j'ai un exemple, mon pull Apophénia, qui est un yoke en jacquard un peu géométrique. Oui, parfois je me dis, je pourrais faire une version gilet, mais je trouve pas que ça justifie de refaire un nouveau patron. Pour moi, ça m'amuserait pas. Alors qu'en fait, vous pouvez prendre le patron du pull et vous faites un stick et c'est pareil. Et ce serait sensiblement ce que moi je ferais si je devais refaire un nouveau patron. Donc voilà, je pense que c'est de l'ordre de la modification. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire. Je pense à Atlantica, qui est un pull qui a été publié dans un magazine Pom Pom de l'automne dernier, qui est un gros pull avec tout un motif de dentelle partout. J'ai envie d'en faire une version gilet, et je pense que cette envie, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai envie que ce soit un gilet assez différent, ce sera un col V. Donc voilà, c'est pas juste le même col. Et surtout, c'est que comme j'ai fait le pull pour une publication, donc c'est pas le même cadre en fait, c'est pas forcément moi qui ai choisi les détails, la laine, tout ça, il n'y a pas eu de période de test, c'est pas la même démarche, donc je pense que c'est pour ça que j'ai cette approche là par rapport à Atlantica, alors que sur d'autres de mes modèles, je les regarde et je me dis, je pourrais faire un truc et faire... Ah non, en fait non, la flemme. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai souvent fait, de prendre un point que j'avais mis sur un petit accessoire type chaussette et après de le mettre sur un pull ou inversement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que si je choisis un point pour un modèle à la base, c'est qu'il me plaît. Mais il faut que je puisse le retravailler différemment. Et là, c'est le cas avec cette dentelle. Je trouve ça va être vraiment chouette. Il y a une maille glissée ici sur la bordure, hein, et c'est pour ça je pense que je vais la relever et faire vraiment mini côte torse. Et j'ai trop hâte de le bloquer, et avec le lin, ça. Donc le lin, t'as vraiment un drapé qui est magnifique, ça tombe super bien, c'est vraiment génial. Et ça marche bien avec cette dentelle parce que voilà, c'est une dentelle qui a une structure. Et alors ça fait quand même quelque chose de plus ouvert que ce que ça donnait sur de la laine à chaussettes, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête et je suis contente du rendu. Voilà, donc c'est un gilet qui pourra se faire
qui pourrait se faire tout à fait en laine aussi, hein, si vous n'aimez pas les fils végétaux. Alors des mélanges avec du coton, ça marcherait très très bien. Par exemple, la Biobalance de Bességarn, je pense que ce serait une superbe idée. Des fils de soie, par exemple, vous avez Bességarn qui a une soie, Knitting for Olive qui a une soie aussi. Et sinon, les mélanges laine. Alors le truc, c'est que je pencherais plutôt pour un mélange laine-soie, laine, les singles éventuellement, si c'est quelque chose qui ne vous gêne pas d'avoir des vêtements en laine singles. Voilà, quelque chose qui se prête bien à la dentelle dans tous les cas, que ce soit en fils végétaux ou en fils animaux, de protéines animales en fait, voilà, de laine. Mais voilà, donc ça c'est mon deuxième projet pour les modèles d'été. Donc voilà, je suis pas en train de vous amorcer les sorties d'été. Et maintenant je vais passer à un truc de Noël. Non, enfin si, vous verrez, je vous dis pas pourquoi je dis ça. Donc j'avais envie, ce week-end en fait j'avais fini ma paire de chaussettes, mais j'étais en train de lire et je me suis dit j'ai pas envie de faire mon autre en cours personnel, qui est une couverture en jacquard, qui avance. Elle avance, je vous promets. Je vous la remontrerai peut-être dans le prochain épisode parce que j'avance bien, je suis contente. J'avance bien, tout est relatif. Mais voilà, du coup, je voulais quelque chose de plus simple. Et j'avais acheté, et je vous montre vraiment pour la laine parce que je la trouve très chouette. J'avais acheté des pelotes de Katia Concept. Donc Katia qui est une marque de laine commerciale espagnole qui a beaucoup de gammes différentes et qui a notamment une gamme qu'ils appellent Concept qui est généralement soit des fibres plus naturelles, soit des fibres... voilà, il y a moins de chances qu'il y ait beaucoup d'acrylique. Katia a des gammes sans acrylique aussi, hein, c'est pas la question. Puis l'acrylique, on fait, voilà, il n'y a pas de souci. Mais la gamme Concept est en général dans cet esprit-là. Et ça, c'est Concept Yoga. Et alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle Yoga, mais... on va rien dire. C'est trop joli. Et je sais pas pourquoi. J'ai eu cette espèce de revirement de, vous savez, quand vous apprenez à tricoter et que vous regardez les fils fantasy. Je sais pas, est-ce que vous avez commencé par ça? J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais voilà, moi quand j'ai acheté mes propres fils à tricoter, c'est-à-dire que moi-même je fais la démarche d'aller acheter des fils, c'était des fils comme ça, soit variés, soit avec du lurex. Enfin voilà, j'avais 12 ans, je suis allée sur des sites internet, et j'ai regardé, j'ai vu des trucs qui brillaient et qui étaient colorés, je me suis dit ah je veux ça. Et j'ai vu ça et j'ai eu cette espèce de flashback de goût d'adolescent, et en même temps c'est vraiment joli quoi, c'est vraiment subtil. Et donc il y a plusieurs coloris, ça c'est le coloris 201. Et donc en fait c'est un gris avec des nuances ocre, rose, verte, bleu. Et il y a plusieurs coloris. Ils ont pas mal de gammes comme ça, multicolores, avec des coloris qui se fondent. Et voilà. J'ai été attirée par celle-ci, par la couleur, parce que c'est un fil I-cord. En fait, alors vous savez, les fils, vous pouvez, il y a certaines gammes de fils, généralement dans les marques commerciales, qui ont une structure particulière, et donc là on est sur un I-cord. Vous avez parfois des chaînettes, comme les chaînettes au crochet, mais là c'est vraiment un tube. J'ai l'impression. Voilà. L'avantage de faire ça, alors je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai réfléchi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Les fils avec des structures comme ça, des chaînettes ou des I-cords ou des, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familière. Donc j'avais la curiosité d'essayer et de tester. De ce que j'ai compris et de ce que je sens, ça permet d'avoir un fil qui est très aérien, très léger. Même si la composition en fibres pourrait empêcher un petit peu cette légèreté. Et du coup, là, par exemple, vous avez beaucoup de coton. Vous avez 45% coton, 42% laine, pure laine, et vous avez 13% de nylon. Donc ça fait quand même beaucoup de coton.
Et le coton, c'est une fibre qui a tendance à être un petit peu lourde, un petit peu à tomber. Mais là, du coup, le fait que ce soit sur un fil qui est si léger, c'est filé très très fin et après c'est monté en high cord, donc c'est très... Il y a plein d'air qui est emprisonné dedans, c'est très dufteux, c'est très aérien. Et il y a une... Du coup, voilà, ça compense un petit peu cet aspect du coton là. Et il y a un métrage qui est très curieux. Il y a 200 mètres aux 50 grammes. Donc c'est un métrage classique de fingering, d'accord. Par contre, quand je la regarde, pour moi c'est plus de la DK en termes d'épaisseur. Et pour vous dire à quel point, quand vous voulez absolument savoir le numéro d'aiguille ou le métrage recommandé pour tel ou tel, l'échantillon recommandé pour tel ou tel fil par la production, le producteur de laine, et des fois c'est vraiment bizarre. Donc, je répète, il y a 200 mètres pour 50 grammes. Certes, à vue de nez, on dirait une DK, mais il recommande des aiguilles entre 4 et 5 mm et un échantillon de 17 mailles sur 10 cm. Alors, à moins que je lise ça très mal, mais c'est ce que je vois. Là. Voilà. Et tu fais la mise de point, s'il te plaît. Non. Bon, croyez-moi, il y a écrit 17. 17 sur 23. 17 mailles. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, avec un fil comme ça, je veux bien que... Alors, je n'ai pas bloqué, parce que la flemme. Je n'ai pas fait d'échantillon, je n'en ai pas lavé, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner au lavage. Oui, j'ai commencé un pull, aucun souci, tranquille. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. C'est pas grave. Je jauge. J'expérimente. C'est beau, voilà, ce serait très désaugé. Alors je veux bien que ça peut gonfler, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Donc moi je suis partie avec l'optique de le tricoter à un échantillon de DK aéré, c'est-à-dire 19-20 mailles environ. Donc j'ai pris des aiguilles 4 mm parce que je pense que ça va aller à peu près vers ça. Ils sont tous en train de se défaire. Et donc j'ai monté un pull. Hop, j'ai monté un pull. Je vous en parle parce que j'avais envie de vous parler de la laine et peut-être que si vous avez des envies un peu comme ça de gamme de fils colorés, peut-être que voilà, ça peut vous inspirer. C'est pour ça que je vous le montre. Mais ce pull, vous ne le reverrez pas avant un bon moment, je vous préviens. Voilà, ce sera quelque chose. Voilà, il deviendra quelque chose. Mais ça va être le dos. Donc ça va être un pull épaule tombante encore, parce que voilà. Parce que raison, vous verrez, vous comprendrez. Et donc voilà, j'ai fait mon dos. Et là, je vais mettre ça en attente et je vais relever pour les devants. Voilà. Je trouve que j'ai utilisé des aiguilles 4 mm, donc à vue de nez, je pense que j'ai effectivement une vingtaine de mailles sur 10 cm. Je mesurerai un jour je ferai les choses bien. Mais regardez comme c'est joli. C'est tout joli. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner quand j'aurai l'entièreté du corps, parce que forcément les couleurs vont se positionner différemment. Je crois qu'il y a un modèle de petite knit où elle utilise ce fil et elle le double avec du mohair. C'est surprenant, n'est-ce pas, pour petite knit, de doubler les choses avec du mohair. Je crois qu'elle utilise le coloris qui est plus rose, mais c'est trop joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça va être un gros pull doudou simple, hyper basique, jusqu'aux manches, où je vais faire un truc sur les manches. Là j'ai envie de faire des grosses manches en dentelle. Enfin grosses, pas tellement en fait, parce que là vous voyez je vais pas aller plus bas pour mon emmanchure. Voilà. Et c'est très élastique. Alors du coup c'est une des particularités de l'icord je suppose, mais c'est très... C'est plus élastique encore. Regardez ça. C'est encore plus élastique que normalement, quoi. Le tricot est élastique, mais alors là, regardez-moi ça, là, c'est pas possible. Voilà. Donc je vais faire attention en le lavant. Mais voilà, j'avais besoin d'un truc en jersey basique, simple. Et du coup, j'ai monté ça comme ça, ce sera prêt pour quand il y en aura besoin. Ce sera à la fin de l'année
vous le reverrez sans doute dans toute sa splendeur. Que dire de plus? C'est tout. Du coup, oui, ça donne une définition forcément qui est particulière. Ma tension est pas très bonne. Je vous le dis souvent, hein, moi j'ai pas une tension qui est exceptionnelle. Hein. Quand je tricote, s'il y a des irrégularités, ça se voit. Bon là, c'est des rangs raccourcis, donc certes, sur les épaules. Mais voilà, ça marque un petit peu les irrégularités. Mais comme vous avez cet aspect varié et texturé de base, ça me choque pas. Voilà, j'espère que quand je vais avoir le corps, l'entièreté du corps, il n'y aura pas une si grosse différence au niveau de l'alternance des couleurs. Sinon, il faudra peut-être que j'alterne les écheveaux, les pelotes. Je verrai. En même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Puisque le but de ce tricot, c'est de pouvoir le tricoter sans me prendre la tête. Voilà, pour mon encours. Et du coup, c'est tout pour mes encours tricot. Et ce podcast va être beaucoup trop long, c'est terrible. Oh là là. Je veux passer à la partie filage. Petit point filage pour vous montrer un écheveau que j'ai fini de filer. Et ce que je suis en train de filer en ce moment. Donc, la dernière fois que je vous ai parlé filage de laine, je vous expliquais que j'avais un problème. C'est que mes singles étaient pas du tout assez retordus et que ça m'énervait. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je les filais vraiment beaucoup trop fin. Absurde. En fait, plus vous filez fin, plus vous avez besoin de torsion dans votre fil. Pour que ça tienne. Et le truc, c'est que pour ajouter plus de torsion, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez... alors, vous avez le frein de la bobine sur lequel vous jouez qui détermine le temps que le fil prend pour aller sur la bobine. Moi ça c'est toujours au minimum syndical, vraiment le minimum du minimum. Si je le lâche encore plus, ben, ça ne marche pas, tout simplement. Donc il est déjà au minimum en fait. Et du coup, on peut jouer sur ce qu'on appelle les ratios qui déterminent la vitesse à laquelle l'épinglier tourne. Plus le ratio est petit, plus l'épinglier tourne vite. Et le souci, c'est que moi j'étais à mon ratio, j'ai 3 ratios sur mon rouet, j'étais au ratio moyen, donc je pouvais pas descendre parce que si je descendais, après je pouvais pas faire de retors parce que en général quand on retord, on a besoin d'un ratio encore plus rapide par rapport à ses singles. Enfin, en tout cas, moi c'est si j'essaie de retordre avec le même ratio que celui avec lequel j'ai fait mes singles, c'est pas bien, c'est pas assez retordu. Donc je pouvais pas avoir un ratio plus petit et donc faire que l'épinglier tournait plus vite. Et c'était pour ça que c'était un petit peu curieux parce que alors j'aurais pu acheter un autre épinglier, vous pouvez avoir des épingliers différents qui vont plus vite et qui rendent votre rouet plus polyvalent. Mais je file depuis deux mois au rouet, j'ai pas besoin tout de suite de faire des fils dentelle, quoi, c'est ridicule. Et du coup voilà, c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qui fait que c'est pas assez retordu. Et vraiment, alors je suis aussi un peu trop près du rouet, j'ai remarqué, mais vraiment mon problème c'était que mes fils étaient beaucoup trop fins. Et en fait, c'est pas un problème qu'on a, je file au fuseau depuis plus longtemps, c'est pas un problème qu'on a au fuseau parce que on met autant de rotor qu'on veut avant d'enrouler le fil autour du fuseau. Alors que comme je vous le dis, même en ayant le frein de la bobine au minimum sur le rouet, à un moment il faut que ça y aille, quoi. Donc il y a toujours une limite, et là j'étais à la limite et c'était pas assez retordu et en fait j'avais pas, instinctivement je filais vraiment très très fin. Pour vous dire, là du coup c'est mon premier essai en sachant cela et donc en me forçant à filer plus épais, et en fait l'épaisseur que j'ai là, c'est une bonne fingering, c'est une fingering. Et c'est quand même, c'est 2 brins, d'accord? Donc j'ai fait 2 brins, plus épais que ce que je faisais naturellement. Je les ai retordus ensemble, donc 2 brins égale fingering. Là,
c'est beaucoup plus épais que les chevaux que j'avais fait avant, qui est une 3 brins. Voilà. Donc pour vous dire un petit peu la différence. Quand je regarde mes singles d'avant et que j'essaie de visualiser par rapport aux singles que je fais maintenant, je pense que je fais des singles qui sont bien 2,5 fois plus épais maintenant. Parce que c'est ce qu'il faut pour avoir 1-2 brins fingering et avoir suffisamment de retors. Voilà, c'est plus difficile de filer épais, consciencieusement. Du coup, là, c'est plus irrégulier. Mais c'est pas très grave. Je veux vraiment apprendre à filer des singles plus épais parce que sinon, je vais être très limitée, en fait. J'aime beaucoup faire des 3 brins, des 4 brins, ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, ça va être beaucoup. J'ai peut-être envie juste de faire des 2 brins aussi. Et si elles sont trop fines et pas assez retordues, c'est dommage. Donc je me force, même si ça me fait des fils plus irréguliers. Mais il faut que je prenne l'habitude. Donc ça, c'est le club de janvier de Les Petites Potions de Déborah, donc qui a un club de laine et ou fibres tous les mois. Cette année, le thème, ce sont les gâteaux. Et donc là, c'était Coco Blue Tart, donc tarte bleue à la noix de coco. Et c'est un superbe coloris bleu et gris et vert. Tellement beau ce coloris, je l'aime énormément. Et donc la fibre, c'était 50% alpaga, 50% soie. Ce qui n'est pas le plus facile à filer. Puisque la soie, c'est des fibres, l'alpaga, ce sont des fibres qui sont un petit peu plus longues que les moutons les plus faciles à filer. Et la soie, en plus, c'est encore plus long. Et du coup, le problème quand vous filez, si la fibre, elle est... Moi, instinctivement, je file court. Voilà. Mais si la fibre, elle est longue, eh ben, ça coince. Ça coince. Et du coup, je suis obligée de tirer un gros bout de fibre, et sauf qu'après, bah, c'est pas régulier. Voilà, donc c'est plus dur à filer. Mais je suis contente quand même du résultat. C'était pas si moche, malgré, voilà, mes contraintes de me forcer à filer plus épais, et du fait que bah, ce soit pas forcément la meilleure fibre pour expérimenter. C'est quand même très joli. Et puis bon, voilà, l'intérêt de filer main, c'est d'avoir des fils un peu uniques avec une texture particulière. Si je ne m'abuse, là, dans ma boîte aux lettres, je dois avoir le coucou, bonjour. Dans ma boîte aux lettres, ça va revenir un jour, hein, l'autre. Dans ma boîte aux lettres, je dois avoir le club de février, qui était du Red Velvet, sur l'image de Eo. Voilà. Donc ça doit déjà être arrivé et j'ai hâte de le voir. Mais voilà, donc pour mon premier filage de club de l'année de Déborah, Les Petites Potions, allez acheter ces clubs parce que elle est débordée et elle travaille beaucoup trop et elle mérite d'être encore plus sous l'eau. C'est méchant. Mon premier essai, en sachant qu'il faut que je me force à filer plus épais. Je suis donc passée à ceci, qui est une fibre de laine de Joa, qui est une autre teinturière française, qui fait pas mal de fibres assez intéressantes. Mais là, j'avais pris un BFL, un pur BFL, tout simple, teint dans ces tonalités automnales, le vert, vous avez ce... Ça, c'est trop joli. Vous avez là, ici, ce caramel qui est magnifique. Très très beau. Donc je suis en train de filer ça. Pareil, j'essaie de faire une de brun. Le BFL, j'aime bien. C'est pas aussi facile que ce que je pensais. C'est pareil, le BFL, c'est pas si court que ça. Donc j'ai un peu le même problème, mais moins. Donc ça va. Je fais aussi moins attention parce que je suis distraite. Mais voilà, j'ai fait une bobine. Déjà, voilà ce que ça donne. Et vous voyez là, vous voyez l'épaisseur de mes singles. Maintenant, voilà, ça va. Avec cette épaisseur-là, j'arrive à avoir assez de torsion. Et bon, là, ça se voit pas parce que c'est le bout et que ça s'est un peu détendu. Mais j'arrive à avoir assez de torsion. Et en faisant une 2 brins, ça me donne
une laine fingering tout à fait acceptable en termes d'épaisseur. Alors que instinctivement, moi je filais 2 fois plus fin que ça, ce qui est un petit peu ridicule. Donc voilà, là je suis assez contente. Sur ma deuxième bobine, je fais un peu n'importe quoi, je suis bien moins régulière, donc ça s'équilibre, c'est trop joli. Donc ça va s'équilibrer en faisant le retors. Mais voilà sur mon projet filage en ce moment. Merci beaucoup à tout le monde pour vos suggestions et votre aide pour mon souci de torsion. Voilà, j'ai une solution. Maintenant, il faut que j'apprenne la mémoire musculaire tout simplement et d'avoir le bon coup de main. Je vais finir avec les loisirs créatifs avec le punch needle puisque voilà. Vous avez peut-être vu que dans une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, je me suis mis à faire du punch needle. C'est mon premier projet, donc c'est pas... voilà. Le punch needle, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une technique qui est un peu semblable à... Vous savez, quand on fait des tapis à boucles, comme ça. En fait, vous savez, c'est des tapis qui ont... Voilà, cette texture-là, un peu. Voilà, c'est cette technique-là, ce que j'ai compris. Après, c'est peut-être pas les mêmes outils. Et ça se transpose en broderie avec cet outil, en fait, qui permet d'accrocher la laine dedans. Et en fait, vous voyez, c'est une aiguille. Et en fait, on utilise un canevas particulier qui est un peu comme une toile de pointe croix, mais avec une... J'ai oublié la taille, le nombre de trous. Je sais pas si c'est pas 10 ou 12 trous. Il faut que ça ait la bonne densité pour à la fois permettre l'aiguille de pénétrer et en même temps faire en sorte que ce soit suffisamment serré pour que les points restent. Voilà, donc c'est une technique, c'est rien de nouveau, hein, mais on en voit pas mal récemment dans l'esprit broderie. Voilà. Et ça m'intéressait de loin, je trouvais ça sympa à essayer parce que moi j'aime bien essayer différentes choses. Mais je voyais pas de... Oh, il y a un trou là. Je voyais pas de modèle qui me plaisait tant que ça. Parce que moi j'aime bien... Les motifs géométriques, je les aime bien en point de croix parce que c'est petit. Voilà, parce que je préfère les choses avec plein de petits détails et angles quand c'est abstrait ou géométrique. Et souvent les modèles de punch needle que si vous avez un équivalent en français, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je ne sais pas. Et tous les modèles que je voyais, c'était des trucs un peu abstraits. Alors voilà, c'était joli, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais quand même que ça représente quelque chose. Parce que vu que c'est quand même des gros des gros dessins, pour moi j'aime pas trop quand c'est abstrait, quand c'est des gros tas de couleurs, tout ça. Quand c'est floral, oui, mais voilà, j'avais pas trouvé le truc. Jusqu'à ce que je tombe sur la boutique de The Urban Acres, donc qui est une créatrice américaine. Elle a une boutique Etsy où elle fait des patrons et ou des kits de punch needle, voilà. Donc je vous en ai déjà parlé, moi j'aime bien quand j'apprends un nouveau truc, prendre un kit. Même si ça revient plus cher, hein, au final, surtout quand ça vient des États-Unis. Mais voilà, c'est la facilité, disons, et je me sens plus à l'aise. Et j'ai complètement craqué pour ce motif qui est un scarabée. Ne cherchez pas, Audrey, pourquoi t'aimes pas les fleurs, mais le scarabée ça passe, je ne sais pas. C'est comme ça. Voilà, ne m'explique pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce motif. Et du coup j'ai reçu le kit et j'ai commencé. Donc on a tout, on a le cadre machin tiré, bidule. J'ai pris l'aiguille standard qui va avec. Et on a la laine. Alors la laine c'est de l'acrylique hein, qu'elle met dans son kit. Dans les explications, il y a un lien vers un live qu'elle avait fait sur YouTube, la créatrice, où elle explique vraiment le pas à pas et où elle donne plein d'indications. Donc j'ai regardé ce live qui m'a bien aidé à commencer, et elle explique qu'elle préfère mettre de l'acrylique parce que c'est moins cher, et pour faire des kits, si les gens ils sont pas à l'habitude des fibres,
leur donner de la laine qui peut s'abîmer, qui peut machin. Les gens ici ils font un tapis en pure laine, machin, bon ça l'embête un peu de faire des kits comme ça, ce que je comprends tout à fait. Et voilà, enfin il faut que ce soit un certain fil, une certaine épaisseur, et il se trouve que elle le fait avec de l'acrylique, donc voilà. Mais c'est tout à fait faisable en laine, hein, bien sûr, ou en coton, par exemple. Donc, comment ça marche? Ça marche avec cette aiguille. Donc on met le fil dans cette aiguille, on plante l'aiguille dans le... Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir parce que du coup j'ai commencé à... Si je le fais en haut là. On plante l'aiguille, ah vous voyez, j'ai planté l'aiguille. Et là imaginez qu'il y a le fil. Je ressors l'aiguille tout doucement. Je ne la soulève pas comme ça, il faut pas. Il faut vraiment rester tout en surface. Je me déplace un tout petit peu. Vous voyez le quadrillage, en fait, vous savez, vous avez les lignes comme du point de croix. Je me déplace un tout petit peu, vraiment en restant collé à la toile, et là je replante. Et en fait, ça fait des boucles. Ça fait ça, on peut les faire. Voilà. Ça fait des boucles que vous voyez ici, qui restent coincées et qui petit à petit s'entassent et restent comme ça. Et donc c'est cet aspect bouclé qui est normalement l'endroit des projets punch needle. Donc en fait on les fait à l'envers. Voilà, on fait ce qu'on a en face de nous quand on le fait, c'est ce côté plat. Mais ce qui est traditionnellement considéré comme l'endroit, c'est ça. Et moi j'aime pas du tout ça. Je trouve pas ça très beau. Je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé la boutique de The Urban Acres. C'est parce que elle utilise beaucoup le côté plat. Et voilà, donc c'est un choix de goût, hein, en fait. Et en fait, le côté plat, voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça fait plus broderie. Donc moi c'est ce côté-là que je veux montrer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme ça qu'il est présenté. Après, on peut le faire comme on veut. Hein. Elle explique dans les instructions que en fait il suffit de le faire dans l'autre sens et ensuite c'est bon, en fait on peut choisir totalement comme on le veut. Mais je le fais selon les instructions qu'elle donne. C'est-à-dire que la majorité du dessin est fait avec ce point plat, sauf les petites baies ici qui sont faits dans l'autre sens avec la boucle. Et là vous voyez bien du coup la différence entre les deux textures. Et je trouve ça intéressant le jeu de texture, de pouvoir choisir un petit peu ce qu'on fait, c'est chouette. Mais voilà, encore une fois, ne venez pas m'attaquer, je sais que c'est censé être ça l'endroit, mais je n'aime pas. Voilà, donc dans le modèle, c'est bien comme ça qu'il est expliqué, et c'est sans doute pour ça que je l'ai aimé. C'est pas très propre, hein, c'est un peu le bazar. Vous voyez ici, c'est pas très... Elle dit que ce qu'elle préfère faire, c'est faire d'abord les contours et après redescendre en cercle concentrique. Voilà, moi je le fais, bon c'est mon premier projet, hein, donc je me prends pas trop la tête, en général. Et du coup c'est pas très beau. Hein. Mais quand même c'est chouette, je trouve. Je pensais que ce serait plus difficile que ça. Il faut juste vraiment pas... C'est ça qui est difficile, il faut pas décoller l'aiguille. Vous voyez c'est biseauté. Et en fait, il faut que l'ouverture soit vers là où vous voulez aller. Voilà, si vous avancez comme ça, il faut que l'ouverture soit dans le sens où vous voulez aller. Et surtout, il faut pas que le fil s'en mêle. Si le fil ne vient pas tout seul, alors les points ils vont pas rester bien. Mais le truc c'est que si vous faites des bêtises ou si ça marche pas parce que le fil il s'en mêle, machin, ou que vous avez trop éloigné l'aiguille, c'est très facile à défaire. En fait, c'est beaucoup plus facile à défaire que du point de croix ou de la broderie, parce que vous prenez le fil et vous tirez et ça se défait tout seul et vous arrangez juste la toile avec votre aiguille si vous voulez la remettre en place. Mais voilà, c'est sympa, c'est pas la grande passion. Je préfère le point de croix. Mais je trouve ça joli et coloré et c'est amusant en tout cas. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les filles du vendredi, parfois, elle a des kits sur sa boutique. Je crois. Je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc on en trouve un peu en France aussi. Hein. Et sinon, vous trouvez les matériaux tout seul. Il faut juste bien prendre le bon
la bonne toile, la bonne mesure de toile, parce que c'est pas n'importe quel compte en fait. Voilà. C'est tout. Donc je vais finir. Ça va être interminable. Là, je pense qu'il faut que je fasse le scarabée. Et ensuite, après, il faut que je fasse tout le contour dans une couleur foncée. Mais ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est un peu le côté thérapeutique. Voilà, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai tué personne. Pas encore. J'ai fini pour tout ce que j'ai fait côté loisirs créatifs. Et je vais finir cet épisode juste en vous parlant de ce qu'il se passe sur ma page Patreon ce mois-ci. Donc on est en mars. Et donc je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo sur Patreon qui est accessible à partir du niveau 2. Donc c'est 5 € par mois, mais vous pouvez partir avant la fin du mois, il n'y a pas de souci. Donc ce mois-ci, la vidéo un peu technique exclusive au Patreon, c'est sur les châles à forme arrondie. Donc j'avais envie de faire des vidéos un petit peu pour vous expliquer les formes des différents châles, vous donner quelques astuces en termes de finition, de bordure, en termes de placement de points. Si vous voulez faire vos propres châles, en fait, je vous dis, cette forme de châle là, elle a cet avantage qu'on place les points comme ça, c'est plus ou moins facile, blablabla. Et aussi vous montrer la construction en fait. Donc je vous montre le début, le montage, et je vous explique ensuite comment le châle se construit. Et donc pour cette première vidéo sur ce thème-là, en mars, ce sera sur les châles aux formes arrondies. Donc les châles en demi-lune, les châles semi-circulaires et les châles circulaires. Voilà, c'est le thème du mois de mars. Donc voilà, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous retrouver sur Patreon. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez y voir toutes les spécificités de l'abonnement Patreon qui, encore une fois, est mensuel, mais vous pouvez vous désabonner au bout de quelques semaines. Voilà, comme vous restez autant de temps, aussi peu de temps que vous le souhaitez. Voilà. C'est fini. Pas du tout réussi à ce que ce soit plus court. Hein. Je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai pas le temps en fait. Il faut que je fasse la version anglaise là. Ah, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous reverrai à la fin du mois de mars. Voilà. D'ici là, je vous souhaite très bonne fin de journée, de soirée, de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut!